Vidéo assez exceptionnelle aujourd'hui car nous allons parler de la manifestation du 10 septembre. Alors que je faisais ma pause du mercredi entre midi et 14h, eh bien j'ai commencé à scroller sur les différents réseaux sociaux et sur des sites d'information tout simplement parce que je me faisais chier. Et là est apparu plusieurs fois le titre Manifestation du 10 septembre, deux points, ça dégénère. Deux points, les manifestants prennent le contrôle. Et je me suis dit que c'était une excellente occasion d'aborder, d'analyser cette manifestation, ce mouvement, d'un point de vue financier, d'un point de vue investisseur, business. Et dans le dernier sondage que j'ai publié sur la chaîne, vous m'avez demandé d'être sans pitié, no mercy pour les manifestants. Alors, je suis quelqu'un de très sympathique en règle générale, du moins c'est ce qu'on dit de moi. Je n'aime pas les insultes gratuites, je n'aime pas me moquer de personnes qui ont des problèmes, hein. On a tous des problèmes, moi aussi j'en ai aussi dans ma vie, en règle générale, c'est pas des gros problèmes mais j'en ai quand même. Et donc ce que je vous propose, c'est qu'on analyse ce mouvement, pas à travers la sphère politique, on va pas débattre de politique, hein. Je n'aime pas la politique sur cette chaîne, mais plutôt qu'on analyse les supports de communication de cette manifestation, à savoir les pancartes. Et avant de commencer, si tu n'es pas abonné à la chaîne, n'oublie pas de le faire, de t'abonner, de cliquer sur la cloche et de mettre un petit pouce bleu si tu aimes mon contenu ou si tu veux être sûr, tu peux même mettre un petit like à la fin de la vidéo si elle t'a plu, bien entendu. Allez, c'est parti. Et la première pancarte qu'on va voir ensemble, c'est celle-ci, donc métro, boulot, tombeau. Alors, dans cette pancarte, il y a du vrai, il y a une vérité qui commence à émerger, celle que on n'aura pas de retraite. Alors sur ce point, je tiens à préciser que si, on aura une retraite, pas à 60 ans ni à 62 ans, mais plutôt à 67 ans, donc selon les projections et selon les simulations que vous pourrez faire sur le site de la retraite. Il me semble que c'est une application reliée aux impôts. Donc oui, dans ce message-là, il y a du vrai. Tu vas passer probablement une grande partie de ta vie à aller au boulot, en métro, peu importe, hein, voilà, c'est en référence à la rat race, hein, c'est pour que ce soit un peu plus percutant. Tu vas aller au boulot, effectivement, au métro, en vélo, peu importe si tu es un peu dans une ville de bobo gauchiste écolo, et ta retraite, tu l'auras seulement vers tes 67 ans, qui est un âge tardif, hein. À 67 ans, tu n'as plus du tout la même énergie, tu vas pas courir de marathon, à part si tu es hyper sportif, tu es ultra sportif depuis plusieurs dizaines d'années. Mais oui, sur ce plan-là, je les rejoins totalement, c'est ce qui arrivera à la plupart des gens, du moins si ils ne préparent pas leur avenir. En parlant de préparer son avenir, eh bien, il n'y a pas 36 000 solutions. Les amis, donc si je parle à ces deux femmes, si elles étaient en face de moi, alors déjà, j'allais vraiment tacler, mais bon, on m'avait demandé de tacler, je vais tacler gentiment aujourd'hui. Je suis pas quelqu'un de méchant, mais je fais juste en référence à ce qui est inscrit sur leur gilet jaune. Et la première réflexion que je me suis dit, franchement, elle aurait pas dû mettre flashball derrière derrière son gilet jaune. Elle a pas la cœur pour ça, elle est beaucoup trop imposante. Moi, si j'étais CRS, franchement, je me dis cible en or, hein. La nana, elle fait du XXXL, ça va être très facile de la toucher. Mais revenons-en à nos moutons. Voilà, pour nos moutons, il y en a un à droite, hein, sur l'autre gilet jaune. Si je devais donner un conseil à ces personnes qui veulent sortir de ce schéma métro, boulot, tombeau, il faut commencer à s'y intéresser tôt déjà, s'intéresser aux piliers déjà de l'épargne, ne pas acheter n'importe quoi, ne pas aller chez Conforama acheter un canapé à crédit, un canapé qui coûte 2000 euros,
J'ai déjà vu ça quand j'avais acheté mon canapé pour l'appartement dans lequel je vis actuellement. Moi, j'avais pris le truc voilà, de radasse intégral, hein. Vous me connaissez maintenant, les amis. Moi, j'aime bien payer peu pour des choses futiles qui me procurent pas un immense plaisir, donc savoir un canapé. Mais j'ai vu des personnes, des gens, des couples dans le rayon, faire des simulations pour des canapés à 3 000 euros. Des simulations pas pour designer, enfin pour voir si le canapé rentrait effectivement dans leur pièce en termes de dimension, mais en termes de mensualité, pour voir si ça rentrait dans leur budget. Donc déjà, si vous, je vais parler à vous, hein, ça sera beaucoup plus simple, si vous achetez de la merde, et si en plus vous achetez de la merde à crédit, eh bien là, le métro boulot tombeau, voilà, il est pour vous. La pancarte, voilà, vous pouvez déjà la faire, vous pouvez déjà la faire pour vous et l'afficher dans votre salle de bain. C'est ce qui va vous arriver. Ensuite, l'autre pilier, après, enfin, en même temps que l'épargne, hein, le premier c'est ne pas dépenser, bah, le deuxième c'est de se constituer une épargne de précaution. Il faut faire la liste de tous les événements un peu imprévus et, comment dire, un peu chiants de la vie pour ne pas être pris de court. L'événement le plus chiant et le plus fréquent qui puisse arriver, c'est d'avoir sa voiture qui tombe en panne ou qui ne passe pas le contrôle technique. Généralement, on est sur des réparations, des montants de réparation qui vont de 500 euros à 1500, 2000 euros. Et pour ne pas tomber dans la spirale infernale du crédit, de l'endettement, etc., etc., eh ben, il faut prévoir ce genre de choses. À titre d'exemple, hein, si je prends mon cas personnel, j'ai aujourd'hui 5000 euros de réserve financière juste pour la voiture. Parce que je pars du principe que là, quand je passerai le contrôle technique, j'aurai au moins 500 euros de réparation, hypothèse maximale 1500. Je les mets, la voiture elle tient encore 3-4 ans et ensuite je vais devoir en racheter une. Donc j'essaye toujours d'avoir un peu de trésorerie de côté pour faire face à cet imprévu. Ensuite, on va pas lister non plus tous les imprévus, hein, ça c'est les plus gros. Tu as des imprévus au niveau de ton appartement, ta maison, si tu as réussi à acheter. Alors parmi ces manifestants, bon, je pense pas que la majorité soit propriétaire, honnêtement, c'est maintenant réservé, ou bien c'est, comment dire, c'est beaucoup plus accessible pour les ménages aisés, qui à deux réussissent à gagner 6000 balles, 8000 balles, 10 000 balles, que deux personnes au SMIC. Voilà, c'est pas un jugement, c'est une réalité. Mais si, tant bien que mal, vous avez réussi, et je vous félicite, d'avoir acheté votre résidence principale, bien, il faut prévoir, par exemple, des charges de copropriété imprévues, un ravalement de façade, le changement, des changements dans les parties communes, si vous êtes en copropriété, ou pour la maison, prévoir d'éventuels travaux énergétiques. Ça, c'est des choses qu'il faut absolument prévoir, sinon, comme dans le premier point, on peut entrer dans la spirale de l'endettement, et c'est là qu'on commence à ressentir de la haine envers l'État, envers Macron, envers les actionnaires. Donc voilà, c'était pour la partie épargne. Et enfin, bon, vous la connaissez, vous connaissez la suite, hein, une fois que on a épargné pour des imprévus, eh bien, il faut commencer à investir. Et je ne dirais pas qu'il est absolument obligatoire d'investir en bourse. Alors vous savez que c'est mon créneau, hein, je parle que de ça à longueur de journée sur cette chaîne, mais il y a des personnes qui ne sont pas faites pour ça, tout simplement, qui ne comprennent rien. T'as des personnes vraiment qui ne comprennent rien. T'essaies de leur expliquer le fonctionnement de la bourse, le mec, tu lui parles pendant 1 heure, il va te dire au bout d'1 heure, ah ouais j'ai compris, donc ça monte et ça descend. Ok, super. Ça m'est arrivé encore la semaine dernière, moi qui m'étais promis de ne plus parler bourse dans mon environnement perso et professionnel, c'est raté. Deuxième profil de personnes qui ne devraient pas faire de bourse, ce sont des personnes qui n'arrivent pas à se débrouiller par elles-mêmes. Des personnes qui ne sont pas assez disciplinées. Parce que oui, pour vraiment gagner de l'argent en bourse, et je ne vous parle pas de faire une plus-value de 600 euros sur le Bitcoin, là je vous parle de grosses plus-values, hein, des plus-values de plusieurs centaines de milliers d'euros, si ce n'est des millions, eh bien il faut garder la discipline. Et ça c'est super dur. Même moi qui ai
très discipliné au quotidien, dans mon boulot et compagnie, il m'arrive par moment d'oublier d'investir. Voilà, j'avais prévu un DCA mensuel de 300 euros. Il m'arrive certains mois d'oublier parce que voilà, j'avais la tête ailleurs et voilà, ça peut arriver à tout le monde. Après, comment dire, dans la globalité sur une année, moi j'ai un objectif de verser entre 5 000 et 20 000 euros. Voilà, 5 000 et 20 000. Pourquoi cette tranche aussi vague? Tout simplement parce que il peut m'arriver, comment dire, il va très certainement m'arriver des événements familiaux. Donc, je prévois de fonder une famille, pas cette année ni l'année prochaine, hein, mais dans un horizon plutôt court moyen terme, et donc j'ai besoin d'avoir de l'épargne de précaution pour peut-être acheter une résidence principale, ou bien tout simplement avoir un matelas de sécurité pour faire face aux premières dépenses. J'en ai aucune idée, je ne sais absolument pas combien ça coûte un nouveau-né pour être honnête. Dites-le moi dans les commentaires, je serais curieux de le savoir. Tout ça pour dire que la bourse ce n'est pas obligatoire. Par contre, ce qu'il faut vraiment essayer de faire pour éviter de subir le métro boulot tombeau, c'est d'acheter sa résidence principale. Pour une personne qui n'y comprend rien au marché financier, qui ne comprend pas le principe des intérêts composés, pourquoi est-ce que la bourse elle prend 10% par an depuis plusieurs décennies, acheter sa résidence principale c'est bien, c'est de l'épargne forcée, t'es obligé, en fait t'es débité tous les mois, t'as même pas le choix, t'as la banque qui te débite, ton salaire il arrive, paf, moins 600, moins 700 euros dans ta tronche, c'est de l'épargne forcée. Alors, dans cette épargne, tout n'est pas actif, tout n'est pas enregistré en tant qu'actif dans ton bilan comptable. Tu as plein de dépenses qui sont totalement, qui vont pas être des actifs tout simplement. Les charges de copropriété par exemple, c'est une dépense sèche. Voilà, ça fait pas augmenter la valeur de ton bien, peut-être ça permet de la maintenir, mais c'est une dépense sèche. L'électricité, l'eau et compagnie, ce sont des dépenses sèches aussi. Mais voilà, les intérêts aussi, hein, c'est une dépense sèche, ça produit absolument rien. Ça ne te permet pas d'augmenter la valeur de ton actif qui est ta résidence principale. La taxe foncière également, donc ça c'est autant de choses qui font que voilà, tu ne t'enrichis pas à 100% dans l'immobilier, il y a toujours un prix à payer. Et d'ailleurs, acheter sa résidence principale, je ne dis pas que ça va vous permettre de partir à la retraite plus tôt. Je pense pas, honnêtement, à part si tu l'as acheté à tes 20 ans et que tu as fini de la payer à tes 40, ok, pas de problème. Mais ça te permettra déjà d'éviter d'avoir à travailler après l'âge légal de la retraite. Et ça, c'est déjà bien, ça sera un luxe, hein. Ne pas avoir besoin de travailler après l'âge de 60 ans, ce sera un luxe quand nous, de notre génération, on y arrivera. Et ça commence à arriver, je me fais plus souvent la réflexion, j'ai déjà raconté cette anecdote, il y a une station-service dans laquelle je vais quand je vais entraîner la semaine, et je vois cette même personne tous les vendredis, à la caisse de la station Total. Cette personne, c'est un monsieur qui est très gentil d'ailleurs, qui doit avoir peut-être 76-77 ans. Et tu vois vraiment qu'il a 76-77 ans parce que des fois il te rend trop de monnaie, des fois je lui dis mets-moi du GPL, il me met du diesel, il est un peu à côté de la plaque. Donc voilà, j'ai fini avec ce premier point. Prévoyez, soyez des gestionnaires, des prévisionnaires, sans pour autant non plus tomber dans l'extrême, et tout ira bien. Ensuite, deuxième pancarte, pendant qu'ils se gavent, nous on crève. Alors, la première réflexion que je me suis faite, parce que j'ai analysé la photo avant, j'aime bien voir la gueule des gens qui manifestent, qui affichent ce genre de pancarte. Est-ce que cette personne-là est en train de crever avec son bide énorme et sa bière? Voilà, non. Est-ce que cette dame-là est en train de crever de faim? Non. Voilà, moi je pense que
À mon avis, ils ont dû s'envoyer 5-6 sandwichs merguez avant de venir. En regardant la gueule des mecs, je vois pas de cas de malnutrition. Ils sont très très bien nourris, les petits, donc non, déjà, ils ne crèvent pas. Maintenant, qui, qui il désigne par il se gave? C'est un peu le débat qu'on retrouve souvent. C'est les actionnaires, les amis. Les actionnaires, les méchants patrons. Alors déjà, dans les méchants patrons, le mot n'est pas juste. Les patrons, ça regroupe énormément de... Comment dire? Ça peut se classifier en plusieurs tranches, hein. Alors oui, t'as le grand patron du CAC 40, par exemple Bernard Arnault. Après, tu as le patron de l'entreprise moyenne, voilà, 400, 500 salariés. Et ensuite, non, je dirais même, troisièmement, tu as le patron de PME, donc 10, 15 salariés, qui lui ne se gave pas du tout sur ton dos. C'est lui qui supporte le plus gros des charges. Il emploie des gens, il paye des charges sociales, il paye de la TVA, il paye de l'impôt sur les sociétés quand il fait des bénéfices, et s'il arrive à en faire, hein, parce que générer des bénéfices dans une PME, voilà, pour moi qui connais la restauration, ça relève quasiment du miracle, hein. Ou du moins, voilà, si t'es dans des niches un peu concurrentielles comme la restauration ou je sais pas moi, le fitness, générer des bénéfices, du moins les premières années, les 4-5 premières années, c'est compliqué, ça vient souvent après. Après, si t'as une entreprise de bâtiment, oui, générer des bénéfices, c'est possible. Moi, j'entraîne un élève en cours individuel, je vais pas dire son nom, il a une entreprise de parquet, et il fait 200 000 euros de bénéfices. Je l'ai vu vraiment, c'est pas pour autant qu'il se gave, hein. Il paye de l'impôt sur les sociétés, il paye de la TVA, il paye ses ouvriers correctement, il se fait matraquer de partout, il m'a dit. En vrai, il donne il donne plus de 50% de ce qu'il gagne à l'État. Donc est-ce que ces patrons de PME se gavent sur le dos de ces gens? Non, et peut-être même qu'ils les embauchent. Et enfin, le dernier niveau des patrons, ce sont les auto-entrepreneurs. Profession libérale, après c'est très très vague, hein, tout ça, hein. Mais si on prend juste les auto-entrepreneurs, on pense souvent qu'ils sont blindés parce qu'ils ont leur boîte et qu'ils sont immatriculés au registre du commerce, mais pas du tout. En France, la rémunération moyenne d'un auto-entrepreneur, est-ce que vous savez à combien elle est? Je vous laisse 5 secondes, vous le mettez dans les commentaires. Elle est à 600 euros par mois en moyenne. 600 euros par mois, et en plus c'est une moyenne, ça veut dire qu'il y en a qui gagnent beaucoup plus et qui rehaussent la moyenne. Donc voilà, j'ai pas trouvé le revenu médian. J'ai vu que si tu faisais plus de 30 000 euros de chiffre d'affaires en tant que micro-entrepreneur, t'es quasiment dans les 15-20% les mieux payés dans ce statut. Donc est-ce que ce sont encore ces auto-entrepreneurs qui se gavent? Pas du tout. Maintenant, les actionnaires. Est-ce qu'un actionnaire se gave sur le dos des salariés? Il faut savoir que l'actionnaire a pris des risques. Du moins, si c'est le fondateur, actionnaire, si on prend cette catégorie de personnes, le mec qui a créé sa boîte, qui l'a hissé jusqu'au top niveau, par exemple, dans l'indice CAC 40, c'est quelqu'un qui a pris des risques, qui a pris du crédit, qui a monté les échelons, on a commencé à lui faire confiance, il a pris en responsabilité, il a pris des actions dans la boîte, et après il a emmené la boîte à 300 milliards d'euros de capitalisation. Est-ce que ce mec se gave sur ces personnes? J'ai pas la réponse exacte, pour être honnête. Il y a des PDG, effectivement, qui se versent des montants, des dividendes totalement décorrélés du résultat. Il y a des PDG qui se versent des montants, des dividendes de tarés, alors que leur activité est au plus bas. C'est arrivé notamment aux États-Unis. J'ai plus les noms exacts, pour être honnête, mais il me semble que
De mémoire, c'est Larry Fink de BlackRock. Euh, Sa rémunération est totalement indécente par rapport à celle de Jack Bogle de Vanguard quand il était encore en vie. J'ai plus les montants exacts, mais oui, tout ça pour dire qu'il y a des patrons effectivement qui se gavent, qui prennent beaucoup plus de dividendes que nécessaire et qui ne le reversent pas aux salariés. Oui. Alors, est-ce qu'il faut tous les mettre dans le même sac? Non. Il y a des PDG qui ne se gavent pas du tout, qui font les choses dans les règles. Je pense à Warren Buffett. Warren Buffett, aujourd'hui, a un salaire de 100 000 euros, 100 000 dollars par an. Il l'a pas touché depuis des décennies, il n'en a rien à branler. Toute sa fortune, elle est dans des actions Berkshire Hathaway. Il a acheté sa maison, il prend sa rémunération, ses 100 000 dollars à l'année, sa maison est payée, il est content. Il a plusieurs centaines de milliards de dollars, centaines de, je sais même plus comment ça se compte, hein, tellement il y a de zéros. Mais le mec est multimilliardaire en actions Berkshire Hathaway, donc le jour où il les vendra, effectivement, il aura un pactole. Il ne s'est pas enrichi sur le dos des pauvres gens. Il a géré son entreprise comme il pouvait. Il l'a très bien fait. Il a enrichi les actionnaires. Il a acquis des entreprises cotées, non cotées. Il a fait de la restructuration pour avoir de la rentabilité. Il a embauché pour doper la rentabilité. Mais voilà, est-ce que c'est un mauvais gars pour autant? Fait de virer des gens? Non, c'est l'essence même du monde du travail. Quand tu n'as plus besoin de quelqu'un à un certain poste parce qu'elle a évolué, bah voilà, il faut un moment s'en séparer. C'est à lui aussi de s'adapter. Donc, est-ce que les actionnaires se gavent? Donc, on a répondu à la question, oui et non. Mais il y a encore une autre catégorie d'actionnaires, et ce sont les actionnaires individuels, comme vous et moi. Voilà, des personnes, voilà, Quentin L qui achète des actions à la bourse de Paris ou à la bourse de New York. Est-ce qu'ils se gavent sur le dos de ces gens? Alors, nous, investisseurs particuliers, vous serez d'accord avec moi, on ne perçoit pas des millions, des milliards d'euros, de dollars, de dividendes sur nos comptes tous les mois. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on achète des entreprises dans l'espoir, enfin, dans l'objectif plutôt, avoir des espoirs, c'est pas bon, il faut toujours faire des analyses, dans l'objectif de réaliser une plus-value, parce que la boîte a généré du chiffre d'affaires, du résultat opérationnel, du résultat net, parce que son produit est exceptionnel, parce qu'il n'y a pas beaucoup de barrières à l'entrée, ils sont seuls sur leur marché, ils ont des parts de marché énormes. Voilà. L'objectif, c'est de faire une plus-value, d'investir par exemple 10 000 et de ressortir avec 100 000. En parallèle, on peut aussi gagner sur la partie dividende. Tu investis sur une boîte qui te délivre un 5% de rendement, tu mets 10 000 balles, voilà, il te verse 500 euros à l'année, ça te permet de payer une partie de tes vacances. J'allais dire tes vacances, mais maintenant les vacances c'est cher, mais ça te permet de payer une partie de tes vacances, de financer quelques activités, tes petites courses, c'est plutôt sympa. Est-ce que les montants que touchent les actionnaires individuels font d'eux des voleurs? Non, pas du tout. Et même au contraire, c'est grâce aux actionnaires individuels que les entreprises trouvent du financement pour investir. Donc une entreprise qui se cote en bourse, elle va d'abord émettre ses actions sur le marché primaire. Il y a une première salle d'investisseurs qui va les acheter. Ça s'appelle une IPO, hein, c'est une Initial Public Offer, une introduction en bourse. Les investisseurs, les primo-investisseurs vont l'acheter, c'est le marché primaire. Et une fois que ces personnes ont acheté ces actions, eh bien, elles vont pouvoir les revendre sur le marché secondaire. Et c'est ce qu'on fait nous sur cette chaîne, c'est ce que font les gens sur YouTube. Nous, on est sur le marché secondaire. 95% des investisseurs sont sur le marché secondaire. On achète des actions, entre guillemets, d'occasion. Qui ont été introduites en bourse au préalable. Mais s'il n'y avait pas ces actionnaires du marché d'occasion, eh bien, les actionnaires du marché primaire n'achèteraient pas ces actions. Voilà, c'est un peu bizarre comme raisonnement, mais c'est tout simplement la loi de l'offre et la demande. Tu vas pas acheter un truc si derrière il n'y a pas d'acheteur. Si tu peux pas vendre à des acheteurs. Donc tout ça pour dire que non, les actionnaires ne se gavent pas, enfin tous les actionnaires ne se gavent pas, il y a une petite minorité qui abuse effectivement, mais il ne faut pas tous les mettre dans le même sac, et je vous invite à ouvrir une fois dans votre vie un livre de finances, plutôt que de siroter ta bière et parler
de la pluie et de beau temps, de Mamie Saint-Jacques, je sais pas quoi. Formez-vous plutôt, jetez votre pancarte de merde, voilà, j'ai pas d'autres mots en fait, hein. C'est très naturel ce que je dis, hein. Et allez vous former sur la finance, vous prenez la bourse pour les nuls, vous allez beaucoup mieux comprendre le monde. Ensuite, troisième slide, alors celle-là c'est un classique. Donne l'argent au peuple, pas à Bernard. Donc ils font référence à Bernard Arnault, PDG de LVMH, qui a hissé cette entreprise dans les sommets, numéro 1 du luxe aujourd'hui, une valorisation un peu en dessous des 300 milliards d'euros, qui a baissé en raison de ses résultats sur le marché asiatique dans le secteur maroquinerie et spiritueux de mémoire, j'avais lu le rapport des actionnaires. C'est pour moi j'aime bien Bernard Arnault, parce que déjà il est fan de tennis, j'ai appris ça. Il est fan de tennis, il vient souvent à Roland-Garros, c'est plutôt sympa. Je le vois dans les rediffusions, ils font des zooms sur lui. Et voilà, je le connais pas plus que ça pour être honnête, mais le fait est qu'il a un parcours professionnel absolument incroyable. C'est un mec en fait qui grâce au marketing et grâce à son ingénierie d'affaires a réussi à vendre des millions de sacs à 6 000 euros, même jusqu'à 50 000 euros. Je suis pas un expert des sacs, honnêtement, ça m'intéresse pas du tout, je ne ferai jamais ce genre de cadeau à ma copine, mais pour réaliser une telle prouesse, il faut être sacrément bon quand même. Après, est-ce que Bernard devrait donner de l'argent au peuple? Ça, c'est une fausse idée de penser que si on attribue l'argent des riches au peuple, il sera mieux géré. Il y a une raison derrière tout ça, et ça s'appelle la sélection naturelle, tout simplement. Il y a des personnes qui sont totalement connes, totalement débiles, qui comprennent rien. Voilà, c'est comme ça, cette famille, voilà, tu peux rien, t'es débile, tu comprends rien à la vie, on te donne 20 euros, une heure plus tard, tu rentres chez toi, t'as déjà tout cramé, t'as des personnes, voilà, elles réfléchissent pas quand elles agissent, elles boivent de l'alcool, elles fument du n'importe quoi avant de rouler, ils arrivent en retard au travail, ils font n'importe quoi, ils se battent sur le travail. Et c'est des personnes, elles arrivent à rien dans leur vie, donc tu peux rien en faire. C'est la sélection naturelle, voilà, des cuits de 60, 70 qui ne réfléchissent pas. Et donc donner l'argent des riches à ces personnes-là, ça ne créera pas de richesse. Au contraire, ils vont tout dilapider du jour au lendemain et ça sera terminé. Et c'est ce qui se passe notamment pour les gagnants du loto. Tandis que les personnes qui réfléchissent, qui ont un cerveau, qui réfléchissent à 10 000 à l'heure, bah, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont prendre de l'argent dans des banques, ils vont prendre de l'argent auprès de business angels, ils vont créer une entreprise avec un produit innovant, pas forcément d'ailleurs, hein, t'as plein d'entreprises qui n'ont pas de produits innovants mais qui sont quand même très bonnes. Ils vont faire une stratégie de malade, ils vont embaucher, ça va bénéficier à l'économie, création d'emplois, visibilité dans le monde, comme c'est le cas d'LVMH. Donc non, prendre l'argent de Bernard, c'est pas une super idée. Vous allez faire n'importe quoi avec, vous allez tout cramer à Darty la même journée. Et maintenant, un autre volet de cette pancarte, il faut réfléchir au camp que tu veux occuper. Alors c'est soit tu te ranges du côté des losers, voilà, des porteurs de pancartes et des drapeaux de CGT, ou soit tu te dis, écoute, Bernard, bon, ok, je suis pas très aligné avec son train de vie, avec voilà, avec ce qu'il a pu dire, mais moi aussi, j'ai envie de m'enrichir. J'ai envie de m'enrichir aux côtés de Bernard. Et comment faire pour s'enrichir avec Bébert? Je l'appelle Bébert en mode c'est mon pote, le mec me connaît même pas. Alors, comment s'enrichir avec lui? Eh bien, t'achètes des actions LVMH. Voilà, LVMH, bah, c'est un groupe de luxe, ils ont des dizaines et des dizaines de marques, il me semble 80 marques de luxe. La joaillerie Tiffany, ils ont une marque de whisky Hennessy, de la maroquinerie, ils ont Sephora, bon, ils ont Louis Vuitton, forcément, vous connaissez tous.
Et voilà, c'est une boîte qui a historiquement surperformé les indices. C'est un peu moins le cas les 2 dernières années. Ils ont eu un petit ralentissement, comme je l'ai dit quelques minutes auparavant. Et voilà, pour vous donner un ordre d'idée, pour ceux qui n'ont jamais regardé le graphique d'LVMH, déjà, qu'est-ce que vous foutez? Pourquoi vous n'avez pas vu ce graphique? Tout le monde devrait l'avoir en tête, ce graphique. Eh bien, si vous avez acheté LVMH, donc je vais pas vous faire je vais pas vous faire la simulation. Si tu l'as acheté en 1984, bon voilà, il y avait même pas de télé en 1984. Si tu l'as acheté ne serait-ce qu'en 2011, voilà, c'est pas si lointain que ça. L'action était à 114. Aujourd'hui, elle est à 487. Donc, je vais aller sur le 111. La variation, qu'est-ce que c'est? Eh bien, tu as fait 540% par rapport au prix d'aujourd'hui. 540 a fait x6 quasiment, plutôt x5 hein, quand on regarde le prix, x5 sur ton investissement. Donc si tu avais mis ne serait-ce que 5 000 euros sur LVMH, aujourd'hui tu aurais 25 000 euros, si on ne compte pas bien sûr l'inflation, d'éventuels retraits et compagnie. 5 000 qui deviennent 25 000 seulement en changeant un peu de mindset, en te rangeant du côté de ceux qui créent de la richesse, aux côtés des actionnaires d'LVMH. Maintenant, si voilà, t'es toujours, voilà, si t'es toujours partant pour le truc, si tu avais investi toujours en 2011 et que tu revendais au plus haut, tu passes de 111 à 881, voilà, tu as fait x8 sur ton investissement. Donc si tu mettais un peu plus d'argent, genre 10 000 balles, tu ressors avec 80 000 euros. Avec 80 000 euros, tu peux faire beaucoup de choses. Même avec l'inflation et compagnie, 80 000 aujourd'hui, c'est quand même une grosse somme. Avec ce montant-là, tu peux acheter déjà un appartement. Enfin, du moins, c'est un apport pour un appartement. Un appartement à 200 000 balles, tu mets 80 000 euros d'apport, bah, ça te met bien, ça te fait une petite mensualité et tu seras pas obligé de faire métro boulot tombeau si tu prévois bien les choses et que tu as encore un peu de temps. Avec 80 000, qu'est-ce que tu peux faire encore? Tu peux, je sais pas, tu peux acheter des appartements pour les louer en Airbnb sans pour autant que ce soit ta résidence principale, si tu veux pas prendre trop de risques. Ou bien, tu peux ouvrir un resto. Après, le resto, honnêtement, bon, je l'ai fait, c'est chaud bouillant, les amis. En termes de rentabilité, c'est compliqué. La gestion du personnel, c'est compliqué. Donc voilà. Un autre moyen encore de t'enrichir sur LVMH, voilà, si tu avais un peu regardé ma vidéo, c'est le dividende. Donc la barre du bénéfice que te redistribue LVMH. Parce qu'en bourse, il y a deux manières de gagner. C'est soit via l'appréciation du capital, soit via les dividendes. Et le dividende, c'est pas quelque chose de fictif, hein. C'est un montant que tu vas recevoir sur la plateforme de ton courtier en numéraire, comme si d'ailleurs ton employeur te payait, hein. Tous les débuts de mois, tu reçois, je sais pas moi, 1008, 2000. Et bien là, c'est la même chose, sauf que c'est une part du bénéfice d'LVMH au prorata de ce que tu as investi, bien sûr, hein. Si LVMH fait un bénéfice de 300 milliards, ils vont pas te reverser tout à toi pour ta gueule. Non, c'est en fonction de ton investissement et du nombre d'actions que tu détiens. Donc si par exemple, aujourd'hui, tu as acheté 10 actions LVMH, le dividende annuel il est de 13 euros, tu reçois 130 euros de dividende directement sur ton compte. C'est une somme d'argent que tu peux utiliser pour réinvestir ou que tu peux utiliser pour faire un plein d'essence ou faire 2 paniers de courses. Du moins si tu manges que des radis. Bon, avec 50 balles, pour une famille, c'est compliqué, quoi. Tu vas pas aller bien loin. Mais, donc voilà, les deux manières de s'enrichir. Moi, je préfère largement me ranger de ce côté-là, même si j'ai pas créé de boîte mondialement connue, de licorne ou de boîte cotée en bourse. Je préfère me ranger du côté des gagnants, même si ils ne sont pas parfaits. Il y a toujours des scandales dans ces entreprises, voilà, avec l'écologie, voilà, la maltraitance des employés. Voilà, ok, tout n'est pas parfait, je le sais, mais voilà, je préfère être de ce côté-là, du côté des personnes qui s'enrichissent et qui préparent leur avenir. Quatrième pancarte. De l'argent pour les fonctionnaires et pas pour les actionnaires. Putain, je me vois déjà dans la manifestation, putain. Je me vois en train de chanter ça, je me dis, le jour où je chante ça, les amis, je supprime ma chaîne YouTube, c'est terminé. Voilà, il n'y aura plus d'investisseurs minimalistes. Je supprime mon livre de Amazon, j'enlève mon programme, c'est terminé.
je vous file toutes mes actions en bourse, voilà, on fait une cagnotte, je vous file tout, hein, c'est terminé. Le jour où vous m'entendez chanter ça, dans une manif, voilà, ce sera la fin des haricots pour moi. Donc, si on analyse ce message, argent pour les fonctionnaires et pas pour les actionnaires, bon, je vais pas vous donner la définition de ce qu'est un fonctionnaire. Un fonctionnaire, voilà, si on fait vraiment très bref, un fonctionnaire, c'est une personne qui est payée par l'État, voilà, et qui assure une mission d'utilité publique, comme par exemple les enseignants, les infirmières, les aides-soignants, les médecins dans les hôpitaux publics, les chauffeurs de bus, les conducteurs de train à la SNCF, les contrôleurs, toutes les personnes qui assurent voilà, un service d'utilité publique, les personnes qui nettoient les rues, qui sont très importantes. Voilà, je suis pas en train de dire que ces personnes-là sont inutiles, au contraire, il faut des fonctionnaires, mais dans une certaine mesure. C'est-à-dire que, imagine, voilà, t'as une rue à nettoyer, tu vas pas mettre 25 bonhommes pour nettoyer la rue. À un moment, il y a une réalité derrière les tâches, on n'a pas besoin de plus de personnes pour le faire. De la même manière, dans un bus, t'as pas besoin de 5 conducteurs, tu vas pas recruter des fonctionnaires à tout va, voilà, ils vont pas se relayer à chaque feu tricolore. Par contre, dans les hôpitaux, pourquoi pas? Je suis pas un expert de ce sujet, je regarde jamais la politique. Pourquoi pas de ce que me dit ma mère qui est infirmière, bon, elle se plaint jamais, hein, même elle a déjà dit ouais on est un peu en sous-effectif, c'est des choses que j'ai déjà entendues concernant les hôpitaux publics, ça peut prendre du sens, voilà. Je suis pas là pour ouvrir des débats politiques, moi je suis là pour vous parler business, d'économie, de finance. Ensuite, si on s'intéresse maintenant à la deuxième partie, pas d'argent pour les actionnaires. Ok, si on décortique le truc, alors déjà, il faut se poser la question, comment est payé un fonctionnaire? Est-ce que c'est de l'argent magique, voilà, est-ce que c'est des billets de Monopoly qu'on leur donne et qui ont une vraie valeur? Non. Un fonctionnaire est payé par l'État. Et comment l'État gagne de l'argent? L'État, c'est personne, hein. L'État, c'est un collecteur d'impôts. Il collecte des impôts auprès des particuliers et des entreprises, et ensuite il le redistribue, voilà, sous forme de cadeaux bien généreux aux personnes qui branlent rien de leur vie, ou il redistribue pour assurer ses missions de service public, en l'occurrence les fonctionnaires. Et donc ce sont les actionnaires, c'est une partie des revenus qui proviennent des actionnaires. Parce que quand tu es actionnaire, ça veut dire que tu apportes du capital dans une boîte. Et c'est pas forcément être actionnaire du CAC 40, tu peux être actionnaire d'une SASU, d'une SARL, d'une petite structure, peu importe, d'une SELARL si tu es profession libérale. Donc tu apportes de l'argent dans une structure, tu l'exploites, tu fais du chiffre d'affaires. Et ensuite, déjà, tu es taxé dans ton chiffre d'affaires. Si tu as un resto, tu vas payer de la TVA. La TVA, elle va à l'État et ensuite, elle est redistribuée, du moins une petite partie, aux fonctionnaires. Ensuite, tu as de l'impôt sur les sociétés. Donc, si tu fais du bénéfice, admettons que tu fasses 100 000 euros de bénéfice et que tu n'as pas le taux réduit d'impôt sur les sociétés, tu vas payer 25% sur ces 100 000. Voilà, donc sur tes 100 000, il va t'en rester plus que 75. Voilà, j'ai grossi le trait, c'est pour vous donner un ordre d'idée. Ensuite, si tu te verses des dividendes, eh bien, tu vas payer de la flat tax de 30%, alors que tu t'es déjà fait défoncer par l'IS. Voilà, t'as tes 75 000, t'as tes 100 000 de base, on t'enlève de l'IS et t'as encore 75 000. Et il faut encore que tu payes de la flat tax sur ces 75 000 pour te verser des dividendes de 30%. Donc voilà, cette flat tax, il y a une partie qui sont des prélèvements sociaux, une autre partie c'est de l'impôt sur le revenu, mais ces deux choses, ce sont des impôts qui vont dans les caisses de l'État, espèce d'abruti avec ta pancarte, et qui sont reversés, du moins une partie, aux actionnaires au même titre que la TVA. Et donc, si tu enlèves la force productive, à savoir les actionnaires, les gens qui mettent du fric, qui se défoncent nuit et jour pour essayer d'avoir une meilleure rémunération que la plupart des gens qui restent dans leur zone de confort, il n'y a pas de mal d'ailleurs, eh bien, tu n'auras plus de fonctionnaires. Si tous les entrepreneurs, toutes les personnes qui gèrent des boîtes, ou même des personnes comme nous qui investissons en bourse, nous aussi on paye de la flat tax, on paye des prélèvements sociaux. Si nous on disparaît et qu'on arrête de faire ça, qu'on les laisse entre fonctionnaires, entre gauchistes,
il n'y aura plus personne, il n'y aura plus d'impôts, il n'y aura plus rien du tout, il n'y aura plus de fonctionnaires. Et là, ta pancarte, tu pourras juste garder les premières lignes, de l'argent et tu sauras pas quoi. Voilà. Cinquième pancarte, on ne sait plus quoi écrire tellement c'est la merde. Ah putain, et en plus, c'est là où j'habite, c'est à Strasbourg, je vois exactement où c'est. Ah putain, c'est ridicule. Ah, je sais, c'est quoi, je vais plus aller au centre-ville, ça m'énerve de voir autant de gauchistes. Voilà, que répondre à ça? Alors, quand tu écris ça, déjà quand tu sais pas quoi dire, ferme ta gueule. Voilà, tu fermes ta gueule, tu vas faire autre chose, voilà, tu vas faire de la couture, arrête d'emmerder les gens quand ne sais pas quoi dire. Ça, c'est une règle assez universelle. Et très peu de gens l'appliquent, hein. Quand, par exemple, il y a des blancs dans un restaurant voilà, dans une conversation, les gens se sentent obligés de parler, alors que non. Moi, par moment, quand je suis avec plusieurs personnes dans un groupe, il m'arrive de pas parler pendant 10 minutes, à juste écouter parce que j'ai rien à dire. Donc, première chose déjà, quand tu sais pas quoi dire, ferme ta gueule, trouve des arguments si tu as envie de parler, trouve une idée, trouve des arguments, et arrête déjà de nous faire perdre notre temps. Ensuite, c'est la merde. Qu'est-ce que ça veut dire? Moi, je sais pas. Franchement, c'est une discussion de comptoir. Là, tu me fais tonton Jean-Michel, tonton Jaco. Tonton Jean-Michel et tonton Jaco se rencontrent au PMU et ils disent «Oh, c'est la merde en ce moment, hein.» Ça veut rien dire. Étoffe un peu. Est-ce que c'est la merde parce que les avions russes sont dans le ciel et qui nous bombardent? Non. Est-ce que c'est la merde parce qu'on meurt de faim? Non. T'as qu'à aller au supermarché, tu vas à Carrefour, à Auchan, tu verras, il y a plein de produits alimentaires, tu peux manger pour des siècles dedans si tu rachètes le magasin, sous réserve bien sûr qu'on considère que les produits ne sont plus périssables. Voilà. Est-ce que c'est la merde parce que on n'a plus de travail? C'est en partie vrai, il n'y a plus de travail, mais dans les filières de merde. Je suis toujours étonné quand je vois qu'il y a encore des gens qui s'inscrivent dans des filières genre faculté d'histoire de l'art, faculté de sciences attends, c'est quoi à nouveau? Art du spectacle, je veux dire sciences du spectacle. Non, c'est pas des sciences le spectacle, c'est l'art du spectacle. Faculté, dites-moi dans les commentaires si vous avez encore des exemples comme ça, parce que moi, ça fait longtemps que je suis plus dans le délire. Mais voilà, si à un moment tu choisis des études de merde qui ne mènent nulle part, eh bien tu vas récolter le fruit de ton labeur. Mais par contre, il y a des métiers, il y a des filières où le recrutement est compliqué, notamment dans le bâtiment. Je pense que vous avez déjà dû l'entendre. Alors le bâtiment, effectivement, voilà, il faut se réveiller tôt, t'es pas habillé en mode beau gosse, t'es en mode, t'as des habits d'ouvrier, t'as de la poussière sur toi, c'est bruyant, c'est physique. L'hiver, il peut faire très froid. L'été, quand tu goudronnes une route, je sais pas, t'es ouvrier de Vinci, tu goudronnes une route à 40 degrés, j'imagine qu'il y a quand même plus agréable. Mais par contre, il y a du boulot et ce sont des métiers qui payent relativement bien. Alors, je suis pas en train de dire qu'un ouvrier gagne 5000 balles par mois. Peut-être un chef de chantier, mais un ouvrier qui commence de base, il va être à 1008-2000. J'en connais personnellement. Tu as aussi des métiers que personne veut faire. Et j'ai vu un métier vraiment assez exceptionnel, c'est nettoyeur de scènes de crime. Donc c'est des personnes qui sont payées pour nettoyer quand il y a un crime dans un appartement, dans une maison. Ils nettoient après justement que la police scientifique soit passée. Ils nettoient les taches de sang, c'est horrible. Et franchement, j'ai regardé, c'est terrible. Il nettoie les taches de sang, s'il y a des bouts de cerveau, le mec s'est tiré une balle dans sa cuisine, il enlève les bouts de cerveau après l'analyse de la police scientifique, c'est un délire. Ou bien ils interviennent encore pour des personnes qui ont le syndrome, comment ça s'appelle ça à nouveau? Le syndrome de Diogène, des personnes qui accumulent énormément de déchets dans leur appartement, ils viennent pour nettoyer afin que le propriétaire puisse le relouer après. Donc voilà, c'est un métier qui fait pas rêver. Mais c'est un métier qui recrute. Donc si un jour vous êtes dans l'impasse et que personne répond à vos CV,
vous avez besoin de payer vos factures, bah pourquoi pas. Après, si c'est une vraie passion de nettoyer des bouts de cerveau sur un mur, voilà, je ne vous empêche pas de le faire, chacun fait comme il veut. Et enfin, un dernier métier qui est vraiment sympa, et je ferai une vidéo là-dessus, assez didactique, sur les métiers que personne ne veut faire et comment ils payent bien, c'est le métier de la dératisation. Donc un dératiseur, j'imagine que ça s'appelle comme ça. Eh bien, il va désinfecter, voilà, si tu as un nid de cafard dans une maison ou bien dans une entreprise, il va venir avec son produit, il va tout désinfecter. Et c'est des prestations qui coûtent cher, il y a du boulot, et en début de carrière, si tu es salarié d'une boîte comme ça, tu es à 2 200 € facile, quoi. C'est une activité que tu peux faire en tant qu'indépendant. Le ticket d'entrée est pas hyper élevé, hein, donc tu achètes une fourgonnette et tous les produits nécessaires. Et après, tu commences à opérer, à exercer ton activité. Et si tu fais bien ton travail, tu auras plein de clients parce que voilà, des cafards, il y en aura toujours, des rats, il y en aura toujours. Voilà, il y a toujours du boulot. Et enfin, est-ce que c'est la merde parce que tu te fais arrêter arbitrairement dans la rue par la police parce qu'on te jette en prison pour un rien? En France, non. En France, tu peux dire absolument ce que tu veux sans dépasser les bornes. Et théoriquement, tu ne te fais pas défoncer par un CRS dans dans une manifestation. Moi, pour avoir été en Chine, les amis, je vous assure que là-bas, tu rigoles pas. Là-bas, si tu t'amuses à raconter n'importe quoi sur le régime en place, eh bien, tu peux être sûr qu'il y a la police qui débarque chez toi. Tu peux être sûr. Euh, les services de renseignement chinois sont absolument au courant, ils sont au courant de tout ce que tu fais. Et j'ai une petite anecdote à vous raconter. J'avais un collègue, un mec que je côtoyais à l'université, avec qui j'avais pas forcément d'affinité. Il se prenait un peu pour Jason Statham, le gars, il était un peu insupportable. Mais bon, on sortait avec lui en boîte de nuit, et il était assez chaud. Et à un moment, bah, il a commencé à se battre dans une boîte de nuit avec un Chinois. Et ce qui s'est passé, c'est que les policiers l'ont emmené au poste, et ils ont commencé à l'interroger. Et à un moment, bah, quand il pensait que c'était terminé, le flic, il a voulu savoir ce qu'il avait fait les 5 derniers jours. Il a pris son identifiant WeChat avec son téléphone, son adresse IP, et il a regardé exactement où il était allé. Donc on pouvait voir ses trajets, où il était allé, à qui il avait parlé. Bref, de la surveillance 6.0, quoi. Donc dire qu'en France, machin, on manque de liberté, qu'on peut pas dire ce qu'on veut, c'est totalement faux. Va en Chine, va dire que le Parti communiste, c'est de la merde, tu verras ce qui va t'arriver, tu risques d'avoir la police qui arrive chez toi te mettre un gros coup de pied au cul à ton réveil. Cinquième pancarte, sois jeune et révolte-toi. Ce que j'en pense. Quand t'es jeune, eh bien, tu as la vie devant toi. T'es censé avoir plein d'espoir, plein d'ambitions. Par exemple, des jeunes, ils veulent devenir médecin, ils veulent devenir neurochirurgien, astronaute, pilote de ligne. Certains, ils veulent être cuisiniers, voilà, cuisiniers dans un grand restaurant, avoir leur propre bistrot. Moi, par exemple, quand j'étais jeune, je me souviendrai toujours d'une conversation que j'ai eue avec mon père. Il m'a demandé, bon, tu veux faire quoi? Je lui ai dit, bah, j'avais 17 ans, je lui ai dit, moi, je veux entraîner au tennis, gagner pas mal d'argent, c'est ce qui se passe aujourd'hui, et je veux gérer des appartements en Airbnb. Voilà, comme ça, voilà, je fais pas que du tennis, je profite aussi de mon capital pour me rémunérer, donc sous forme de loyer Airbnb, mais j'avais des projets. Et à aucun moment je pensais à manifester contre le système, à éprouver une certaine défiance envers nos élites. J'ai toujours été quelqu'un d'optimiste. Et je trouve que c'est... Je vais pas m'énerver face à ces jeunes, parce que bon voilà, ils font ce qu'ils veulent, hein. Je pense qu'ils ont passé la majorité, ils doivent avoir 22, 23 ans. Mais je trouve ça vraiment triste d'être déjà dans la rue alors que tu n'as rien fait de ta vie. Ouais, c'est des jeunes qui ont fini le bac peut-être il y a 2 3 ans, qui ont commencé des études et qui voient qu'il n'y a pas de débouché. Ils se rendent compte finalement que ah putain j'ai fait de l'histoire de l'art, on répond pas à mes CV, je trouve pas de boulot. Ils se rendent compte que c'est plus compliqué que ça en a l'air. C'est triste, franchement c'est vraiment triste d'être déjà
comment dire, dans la renonciation aussitôt. Et quand t'es jeune, t'es censé kiffer la vie, quoi. T'as pas de problème, euh, t'as pas de problème de santé, en règle générale, tu pètes la forme, ton corps est exceptionnel, tu peux t'enfiler 10 litres de bière et péter la forme le lendemain. Tu n'as pas de contraintes professionnelles, il n'y a personne, pas de supérieur hiérarchique ou de collègue qui te met de la pression. T'as pas de difficultés financières, voilà, quelles qu'elles soient. Tu vis chez tes parents te donnent un peu de sous, ou même la CAF te donne un peu de sous pour te loger. Tu fais absolument ce que tu veux. Tu peux te tromper plusieurs fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois de cursus scolaire, changer et rebondir. Je connais des personnes qui ont fait toutes les facs possibles et imaginables. Il y avait mon ex-copine, quand j'avais 18-19 ans, on n'est pas sortis ensemble longtemps. Elle avait fait 1 an de médecine, 1 an de fac de droit, 1 an de STAPS, pour au final finir esthéticienne. Et aujourd'hui, de ce que j'ai pu voir sur Instagram, elle a son cabinet et ça a l'air de bien tourner. Voilà, je pense qu'elle doit se faire un 3000, 3500 par mois, ce qui est très correct. Et voilà, quand tu es jeune, tu as le temps, tu peux te tromper autant que tu veux. Et personnellement, quand j'avais leur âge, alors je parle comme un vieux, tu sais, on dirait le mec c'est un ancien et tout, il donne des leçons, pas du tout. Quand j'avais leur âge, eh bien, moi je rigolais dans la vie les gars, les amis. Ouais, je rigolais, j'allais à l'IUT, je faisais mes études, après en école de commerce, et moi, mon seul objectif, enfin j'avais 2 objectifs, ou peut-être 3 objectifs. Ah, déjà, le premier, c'était de réussir mes études et trouver des stages. Deuxième objectif, c'était de gagner des matchs de tennis. Voilà, j'essayais de monter en classement, gagner des tournois, être un peu dans le journal, c'est toujours sympa. Et troisième objectif, c'était de pécho toutes les meufs possibles et imaginables. Voilà. J'avais, avec des potes, je me souviens, une liste de gonzesses qu'on voulait absolument choper. Et on se donnait des échéances comme ça. Ouais, putain, ouais, avant le 16 octobre, il faut que je lui ai parlé. Putain, ah, c'était la folie, quoi. Mais à aucun moment, bah, on se retrouvait dans cette manifestation à chialer sur les conditions des étudiants et compagnie. Non, pas du tout. On était optimistes. Et je pense que c'est de cette manière que les jeunes devraient être, affronter la vie comme elle est, relever les challenges, même si c'est un peu difficile. Sixième pancarte. Alors cette pancarte, franchement, elle a rien à faire dans la manifestation, c'est pas le sujet de cette manif en vrai. Mais bon, hein, je pense qu'il y a des personnes un peu opportunistes qui disent, bon, je vais quand même faire passer mon message. Plus de logements étudiants. Ok, donc plus de logements étudiants. Les logements étudiants sont financés par l'État, bah, tout simplement. Ce sont, ce sont des logements, donc c'est une dépense, donc l'État doit sortir de l'argent pour ces logements, pour l'entretien et compagnie, c'est un vrai bordel. Surtout qu'ils n'arrivent pas ils arrivent pas à l'amortir, hein. C'est pas genre l'État achète un appartement avec une mensualité à 600 euros pour grossir le trait, hein, et ils vont encaisser 650 de loyer. Non, eux ils achètent des logements. Par exemple, à 500, ils vont te le louer 150, 200. Voilà, c'est l'objectif des logements étudiants, c'est de permettre l'accès à la propriété pour les étudiants, pour les mettre dans le confort et pour qu'ils réussissent leurs études, qu'ils aient un travail, certainement pas qu'ils aillent nous casser les couilles dans les manifestations. Mais à un moment, l'État ne peut pas construire des logements pour tous les étudiants qui arrivent. On est limité, l'argent n'est pas infini, le pays est endetté. On va pas s'amuser à construire 1 million de logements par an juste pour satisfaire ces petits étudiants. Et s'il y a vraiment une personne, ou plutôt s'il y a des personnes à blâmer dans ce problème de logement étudiant, bah, c'est les parents. Si cette personne qui a écrit, fabriqué cette pancarte m'écoute, c'est pas l'État qu'il faut blâmer, c'est pas Macron, c'est pas François Bayrou, c'est pas je ne sais qui, voilà, de la politique, ce sont tes parents. C'est à tes parents de s'assurer que tu ne manqueras de rien pendant ta vie, ou jusqu'à au moins le début de ta vie d'adulte. C'est à tes parents de prévoir les dépenses pendant tes études. Et en fait, un enfant, c'est comme un projet entrepreneurial, hein, à la différence qu'il n'y a pas d'enjeu financier, hein, c'est une dépense sèche, on fait ça pour transmettre, on fait ça pour notre héritage génétique, pour que nos gènes soient immortels.
Mais voilà, dans un projet, il faut, comment dire, il faut faire des hypothèses, analyser les recettes et les dépenses futures. Alors les recettes, je te les donne, c'est zéro. Les dépenses futures, au début, à la naissance, bah, t'as des habits à acheter, t'as des couches, t'as l'alimentation, t'as peut-être la nounou, mais c'est pas le plus cher. Quand on commence à arriver vers les 18-20 ans, donc l'âge des études, c'est là que ça commence à coûter un bras. Euh, Pourquoi ça coûte un bras? Si ton enfant, par exemple, veut faire une école privée de je ne sais quoi, voilà, on va dire école de marketing ou école de management du sport ou je ne sais quoi qui coûte un bonbon, par exemple 5 000 € l'année, eh bien il faut le prévoir. Quand tu fais ton gosse, tu te dis, bon, il va peut-être faire des études plus tard. Aujourd'hui, ça coûte 5 000 € l'année. Peut-être que dans 20 ans, ça sera plutôt à 7 000, 7 500. Allez, je prévois, sur un cursus de 5 ans, je prévois maintenant déjà 1 an, 2 ans d'études, de dépenses pour les études de mon enfant. Mais à cela, il faut rajouter l'hypothèse que ta progéniture va partir autre part étudier. Elle va pas rester avec toi indéfiniment, il en a rien à foutre de toi. Il va partir un moment. Il va partir, il va déménager dans une autre région. Et donc, en plus de ces 7 000 €, 7 500 €, on va partir sur 7 000, ce sera plus simple, il faut que tu rajoutes les dépenses de logement. Aujourd'hui, une colocation dans une ville moyenne, ça coûte environ 500 €, 600 €. Voilà, hypothèse haute, hors Paris, bien entendu. Sur ces 500, 600 €, tu peux avoir la CAF, 300 €. Moi, je l'ai eu quand j'étais étudiant, que je faisais mes études de commerce. J'avais 300 € d'APL, d'aide au logement tous les mois. C'était vraiment très bien. J'avais un loyer, effectivement, à 500. Donc, la mensualité, enfin, le loyer est descendu à 200 grâce aux APL. Et donc tu peux te dire, bon, si on part du principe que l'État finance une partie, ouais, ok, je prévois 2 000, 3 000. Et si on part du principe que je m'en fous de l'État et que c'est à moi, c'est moi qui vais le faire tout seul, tu prévois le montant, 500 €, 500 € de loyer par mois, tu prévois 6 000 en plus tous les ans. Ensuite, bah, on est déjà passé à 13 000 balles l'année, les amis. C'est quand même un gros ticket, hein. Si tu mets 13 000 sur le MSCI World sur 20 ans, je te garantis que tu vas faire de la thune à mort. Donc à 13 000, il faut ajouter encore la nourriture. Là, c'est un grand débat. Tu peux très bien demander à ton enfant, dire à ton enfant, écoute, pour la bouffe, tu essaies de travailler voilà, 1 à 2 journées dans la semaine dans un supermarché ou quoi pour se financer ça. Ou bien si tu as envie qu'il se consacre à 100% à ses études, eh bien tu prévois encore 3 000, 4 000 € par mois, ce qui monte à 17 000 l'année. Voilà. 17 000 l'année, tu fais ça x 3, on est aux alentours des 50 000 sur 3 ans. Et voilà, s'il fait un cursus entier sur 5 ans, eh bien là, ça coûte bonbon 70 000. Maintenant, 70 000, tu ne les as pas maintenant. C'est très peu de gens qui ont 70 000 € sur leur compte courant. Voilà, c'est un montant qui est assez énorme, même si ça peut s'épargner au fil des années. La chose la plus simple et que je fais vraiment, hein, franchement, je suis vraiment sérieux. J'ai ouvert une assurance vie pour mon futur enfant que je n'ai même pas. Voilà, j'ai même pas entrepris le projet. J'ai rien mis dans le four, j'allais dire le micro-ondes, mais ma compagne va se vexer si je la compare à un micro-ondes. Euh, j'ai rien mis là-dedans. Mais voilà, tous les mois, j'ai investi sur le S&P 500 dans le cadre d'une assurance vie, 70 €. Voilà, c'est 70 € de versement programmé qui sont directement prélevés de mes revenus. Et j'ai fait mes petites hypothèses. Normalement, dans 20 ans, je devrais être à 30, 40 000 balles de capital. Donc voilà, est-ce que ce sera suffisant? Peut-être pas. Donc je rajouterai peut-être en cours de parcours. Voilà, tout ça pour dire que les personnes à blâmer, bah, ce sont tes parents. Ce sont tes parents qui ont merdé, qui ont fait de la merde, tout simplement. Et je suis désolé de le dire. Qui n'y s'y sont pas pris, qui étaient dans l'émotionnel, qui se sont dit ouais bon, allez c'est Dieu qui va s'occuper de mes enfants, Inch'Allah, on va voir ce qui va se passer. Ça se passe pas comme ça, un enfant ça se prépare, je suis désolé, voilà, c'est des grosses dépenses qu'il faut préparer si tu veux que ton enfant ne finisse pas dans cette manifestation. Et enfin, la dernière pancarte du futur. 0 CB, 0 écran. Alors, 0 écran, moi je suis pour. Franchement,
Je trouve que c'est une bonne idée. Après, je pense que ça a été marqué dans l'optique de ne pas acheter sur son téléphone. Moi, zéro écran, de mon point de vue, c'est tu coupes les réseaux sociaux, t'enlèves BFM machin, les échos. Après, les gauchistes, ils lisent pas les échos. Euh, mais voilà, pour moi, la définition de zéro écran, c'est ça. C'est pas de réseaux sociaux, rien du tout. Tu vis en autarcie avec toi-même, avec les gens de la vraie vie. Et par contre, zéro CB, à ça, ils ont oublié zéro cash, hein, parce que j'ai vu dans le plan machiavélique pour renverser le pays, c'était aussi marqué zéro espèce. Donc c'est zéro CB, zéro espèce. Et je ne sais pas si ces personnes se rendent compte de la connerie qu'ils ont faite, ou qu'ils ont dit sur cette pancarte. Si tu interdis, enfin, si tu encourages les Français à ne pas utiliser leur carte de crédit, ne pas utiliser d'espèces, bah, ils payent comment du coup? Les manifestants, où est-ce qu'ils travaillent? C'est pas tous des fonctionnaires, hein. J'ai vu qu'il y a seulement 4% des fonctionnaires qui ont manifesté ce jour-là. Dans ces manifestants, bah, tu as des personnes qui gagnent le SMIC. Et le SMIC, c'est quoi? C'est travailler dans un magasin de vêtements, travailler par exemple au Sephora. Donc j'espère pour toi, si tu m'écoutes et que tu travailles au Sephora et que tu as écrit la pancarte sur Bernard Arnault, enlève-la rapidement. C'est ton patron, je te rappelle, si tu ne le savais pas, hein, voilà. Et voilà, ce sont des personnes qui travaillent dans la vraie vie, dans des grandes surfaces, dans des supermarchés, et qui donc sont payés par ces magasins. Et d'où vient le salaire, d'où vient leur salaire? C'est pas un salaire magique, hein. C'est pas les milliardaires qui subventionnent ces magasins. L'argent qui est destiné à payer les salaires, donc d'ailleurs c'est une ligne qu'on voit dans le résultat d'exploitation, c'est quand tu enlèves les salaires, c'est le résultat qui te reste à la fin. Tu enlèves les charges encore opérationnelles, bref. Ça c'est la petite parenthèse finance, pour que vous soyez moins cons, bande de manifestants. Voilà, donc si tu interdis les personnes de payer, voilà, qui va payer ton salaire? Je te garantis que si pendant un jour les gens arrêtent de consommer, eh bien, il y a des milliers d'emplois qui vont sauter, dont le tien. Est-ce que vous avez réfléchi à ça? Mais voilà, comme toujours, ça part d'une bonne intention. On essaye de bloquer les paiements CB pour qu'il n'y ait pas d'encaissement de TVA. Mais ce qui va se passer, c'est que ça va vous retomber dessus directement, les gars. Si vous commencez à faire ça sur plusieurs jours, vous allez tomber des nues quand vous allez voir votre lettre de licenciement sur la table à manger de votre salle de pause. En conclusion, beaucoup d'émotionnel dans toutes ces revendications. Beaucoup d'émotionnel, très peu de rationnel, très peu d'esprit analytique, enfin, très peu de cerveau en fait, hein. Je suis désolé de vous le dire les amis, mais il n'est pas trop tard. Regardez bien cette vidéo plusieurs fois, prenez des notes, posez vos questions dans les commentaires. Et d'ailleurs, pour les personnes qui connaissent ma chaîne, qui sont averties sur le sujet, dites-moi quelle pancarte vous préférez, aussi bien vous avez vu, ou bien si vous avez vu d'autres messages subliminaux, mettez-les-moi dans les commentaires, c'est toujours un plaisir d'échanger avec vous. La communauté grandit, il y a pas mal d'interactions sur ma chaîne, donc gens qui posent des questions, il y a des gens qui s'inscrivent à la newsletter aussi, qui viennent en message privé, des gens qui reçoivent qui s'inscrivent à Bourse Freedom, donc c'est génial, franchement c'est très dynamique. Je vous remercie les amis, c'est grâce à vous, aussi un peu grâce à moi. Pour terminer, pour les personnes qui veulent commencer à investir en bourse avec la bonne stratégie, vous pouvez réserver un appel avec moi afin de rejoindre le programme Bourse Freedom qui t'apprend de A à Z à investir en bourse. Il y a 12 heures de formation, des quiz, un suivi Telegram via un groupe, hein, on met tous les mois ce qu'on investit et sur quoi. Voilà, tu peux aussi faire tes objectifs de retraite, calculer le montant dont tu as besoin, qu'il faut que tu investisses. C'est très très complet, ça vous évite des centaines d'heures de recherche. Et sur ce, merci encore d'avoir regardé cette vidéo et bonne journée, bonne soirée. Ciao ciao les investisseurs minimalistes.